traverse une tempête sans précédent avec la démission de son leader historique. Lui a déjà choisi son nouveau général porte-étendard de la première heure de la candidature de Romuald Wadaye pour la présidentielle de 2026. Il assure désormais la coordination nationale du mouvement des ambassadeurs de l'actuel ministre de l'économie et des finances. Opposant d'hier, stratège de la mouvance aujourd'hui, c'est une interrogation. Conviction profonde au calcul politique. Nous recevons en exclusivité sur ce plateau l'honorable Léon Basile Rossi. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter de venir sur Zone Franche. C'est moi. Éric Guédénon, bonjour. Bonjour Franck Aounou, honorable Basile Rossi, bonjour. Bonjour. Merci de votre disponibilité à répondre à nos questions. Nous allons commencer par ce qui fait l'actualité. Vous avez eu cette information, la démission de Boniaï, de la tête du parti Les Démocrates. Certains pensent qu'on a tout fait pour le précipiter à la porte. Vous le pensez aussi? Non, je ne suis pas de cet avis. Je crois que, de mon point de vue, cette démission serait intervenue plus tôt. Parce que vous le souhaitiez? Je le souhaitais, je le lui ai dit. Les conflits personnels entre le président Talon et lui paralysaient les activités du parti. Il fallait sa démission pour stabiliser le pays? C'était l'interlocuteur du parti face au président Talon. Nous avions estimé, j'étais avec des camarades, on a estimé, on a fait des séances, on a estimé qu'il fallait qu'il recule pour qu'un autre parle avec Talon au nom du parti. Bon, il ne l'avait pas voulu. Et je vous assure que ça nous a conduit dans trop de difficultés dont nous n'avons pas pu nous sortir. Bon, aujourd'hui, moi, je trouve que ça arrive un peu tard. Mais les raisons de santé, je les prends avec des pincettes. Je crois que le temps nous dira le reste. Alors, à part ce qu'il évoque comme raison de santé, est-ce que vous n'y croyez pas trop? Est-ce que vous avez votre regard sur d'autres éléments qu'on pourrait mettre sur la table comme raison? Non, l'élément qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est d'abord les difficultés que nous a créé ces rapports conflictuels et que nous ont créé ces rapports conflictuels avec le chef de l'État. Et j'avoue, le parti était en train de se disloquer. Vous avez vu, bon, moi je suis parti très tôt après mes débats, mais je voulais que les démocrates survivent. Après, vous avez vu le trésorier général parti, un certain nombre de gens partis. Et puis, il y a des bruits de bottes dans les couloirs. Les gens vont partir parce que c'est parti pour au moins 7 ans. Avec la modification de la Constitution, les partis doivent se calmer, fermer la bouche pendant 6 ans. C'est pas sûr que l'opposition survive à tout ça. Et on a d'éminents analystes au sein du parti LD. J'ai pratiqué le parti. Je vous avoue que je suis parti le cœur gros. Et je suis parti un peu en cachette pour continuer à travailler avec le parti jusqu'au moment où, bon, on ne pourrait plus continuer sur cette lancée. Et voilà. Mais je regrette, j'ai peur que le parti disparaisse. Ça va être... Oui, mais ces questions, comment vous les abordez souvent avec le président Boniaï? Il n'est pas du tout ouvert quand on vous donne vous donnez des recommandations pour dire qu'il faut sauver le parti en quittant la tête, bien entendu, de la formation. Comment il les prend souvent, le président Boniaï? Je peux dire qu'il n'était pas souvent ouvert. Mais je mets un bémol en disant qu'il était mal entouré. Parce que lorsque le président Éric Ngouété a quitté la tête du parti, le président Yahi Boné n'avait visiblement pas le temps de s'occuper du parti au quotidien. Il l'a confié à un de ses lieutenants qui, visiblement... On peut le nommer? Vous parlez de qui? Le ministre Tigri Alassane, qui politiquement, je ne le trouve pas bien. Mais c'est l'homme de confiance du président Yahi. Et c'est lui qui devait réglementer tout ça. Je suis allé le dire au chef de l'État. Il dit, mais votre porte-parole, votre
je ne sais pas, celui qui répond... Il avait quand même une responsabilité au sein du parti. Moi? Non, Alassane Tigri. Oui, il était 4e ou 5e vice-président. Bon, il était bien derrière moi, mais moi, mes points de vue ne passaient pas. Et beaucoup de gens n'avaient pas le courage d'aller affronter le président Yahi pour lui dire, ça, c'est pas bon. Mais moi, j'y allais et je disais aux camarades, moi, je vais aller le lui dire. Et je le lui disais. Je vais vous donner un petit exemple. Il y avait la Ligue des enseignants démocrates. Mais ils ont été... cette Ligue a été étouffée. Je les ai vus se battre. Ils ont été étouffés. Bon, c'était pas des choses. C'était pas des choses bien. Le président Yahi Boni, je le lui ai dit, il ne devait pas postuler pour être président du parti. Président d'honneur, c'était plus utile pour nous. La pression du voisinage, tout ça, il est venu. Mais visiblement, il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps. Alors, est-ce que l'emprise de Alassane Tigri a conduit Boni Yahi un peu dans le décor, dans la façon dont il dirigeait le parti Les Démocrates? Bien sûr. Bien sûr. Je vais vous dire, le président Talon, on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est lui le chef de l'État. C'est lui le chef de l'État. Et moi, je dis, il faut dialoguer avec lui. Il y a deux faits qui m'ont marqué depuis l'arrivée du président Talon et qui ont creusé le fossé entre le chef de l'État et l'opposition. Premier fait, nous étions en 2019, au début, quand le président avait commencé ses réformes. Ça bloquait. Il a demandé de constituer une commission mixte opposant mouvance pour discuter des problèmes qu'il y avait sur la table. L'opposition était dirigée par le député Eric Mouleté avec un second, je ne me rappelle plus le nom. La mouvance par le député Abimbola. Et les quatre présidés par le président de l'Assemblée, Adrien Mbéji. Ils ont produit un document qu'ils ont signé, que toutes les parties ont signé. Et puis, brusquement, on entend que le document devait être soumis à l'appréciation du président Boni Yahi. Je crois qu'il aurait associé le président Soglo. Ils sont partis. Les documents signés par nos envoyés, nos représentants. Le document a été rejeté. Le document parlait de quoi? Le document parlait de dispositions. Nous, on avait nos revendications sur la table. Je n'ai plus totalement tout ça en tête. Les autres avaient des exemples. On est arrivé à un consensus. Cela devrait participer à une bonne cohabitation politique. Voilà, une cohabitation. Mais la preuve, c'est que nos représentants au comité ont signé le document. Et le document va chez le président Boni Yahi, et puis la rumeur a commencé à dire on n'accepte pas, on n'accepte pas. Ça a été rejeté. Mais moi, j'ai dit aux nôtres, vous venez de frapper sur la porte du malheur. Parce que vous aurez dû ne pas signer avant de l'amener. Le document a été signé, puis rejeté par nous-mêmes. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième qui est venu compliquer les choses et redire la position du chef de l'État, ça, je l'ai suivi, j'ai constaté. Nous étions à la veille des élections législatives de 2019. Il y avait la question des certificats de conformité. Et bon, le pouvoir voulait bloquer l'opposition par ça. Puis, on était en réunion, c'était encore FCBE, avant que celui qui en est le responsable aujourd'hui ne vienne le couper en morceaux. Et on était chez le président Yahi, on était en discussion, et puis il reçoit quelqu'un, envoyé du ministre de l'Intérieur, M. Saka Lafia, pour lui demander quand est-ce qu'il va être disponible pour que le ministre passe discuter avec lui sur la question. Moi, j'ai acclamé, comme beaucoup d'autres. Et ces lieutenants immédiats ont dit non, on ne le reçoit pas. Dites-lui de lui envoyer le certificat de conformité, sinon on ne discute pas. J'ai dit, président, ça va être très grave ce qu'on veut faire. Et le président, comme nous, certains d'entre nous, ils nous écoutaient très peu.
Il s'est levé, il dit, va aller lui dire que je n'ai rien à discuter avec lui, je veux le certificat de conformité. Et puis j'ai secoué la tête, il dit, c'est foutu. Mais si moi j'étais chef d'État, je rompais le dialogue, comme l'a fait le président Talon. Je rompais. 2 tentatives, c'est moi qui ai le pouvoir. Ah non. Voilà des choses qui nous ont conduit à ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, démission du chef de l'État, quelques heures après celle de son fils, va nous livrer. Pensez-vous que sa posture d'ancien président le trahissait un peu dans les prises de décision, dans les options qu'il prenait? Moi, je lui ai dit, Monsieur le Président, ne descendez pas dans la cour. Restez là-haut. Si nous nous bagarrons dans la cour, on monte vous voir pour que vous arbitriez. Dans la cour, voilà ce que ça a donné. Il faut quelqu'un au-dessus. Bon, voilà ce que ça a donné. Mais j'ai un pincement de cœur parce que les LD vont vers l'effondrement. Ça va me faire très mal. Mais pendant qu'il était tôt, on dirait la mèche de l'implosion, non? En quittant. Non, je suis parti, comme je l'ai dit, très discrètement. Et je continue à travailler. J'étais déjà parti avant de remettre ma fiche de parrainage aux démocrates. J'étais déjà parti avant de battre campagne contre la dernière révision qui a amené le Sénat. J'étais déjà parti et j'ai assisté aux réunions avec eux. Quand ils ont estimé qu'il fallait dire à l'opinion nationale et internationale que Arros n'est plus démocrate, j'ai plié mes affaires et je suis parti. Mais pendant que vous étiez avec eux, vous étiez aussi perçu comme un rebelle, comme celui qui ne suivait pas la discipline du groupe. Quand au Parlement, vos collègues votent contre le budget, vous voterez oui, justement. Alors tout ceci ne facilitait pas non plus la tâche à Boni Yayi. Je vais vous dire quelques petits secrets de délibération. Je n'étais pas le seul à vouloir voter pour le budget. Ça, je vous le dis. Nous, le groupe parlementaire se réunit. On prend une décision. Il faut le faire censurer par le président du parti. Si le président du parti était parmi nous comme l'était Moulité, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas avoir un droit de veto sur nos décisions. Mais quand on a fini tout ça, on a rendu compte au président du parti. Il a dit, ah non, vous ne devez pas voter. Alors, c'est plus un parti, ça. Moi, je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, Monsieur le Président, je ne prends pas votre avis, je vote. Je vote. Et c'est ce que j'ai fait. Non, c'était pas facile. Il fallait qu'il reste là où il était au départ, président d'honneur. Bon, voilà. Nous n'allons pas pleurer sur les actes manqués. La vie continue. Pour vous, quelles sont les conséquences de cette double démission pour le parti? D'abord le fils aussi, Tchabi Yayi, ensuite le Boni Yayi. Moi, il va m'être un peu difficile d'évaluer les conséquences aujourd'hui. Mais je crois que tel que je vois la chose, on dirait que le parti est décapité. Le parti est décapité parce qu'on a fini par s'habituer à l'image du président Yayi comme président du parti. Ce qui me met dans des doutes, c'est que les 2 démissions arrivent le même jour, 1 heure, 2 heures. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Il faut qu'on se dise. Enfin, moi, de mon point de vue, ce n'est pas anodin. C'est pas anodin. Et cela pourrait cacher quoi? Je ne sais pas encore. Je ne voudrais pas me précipiter pour dire ça cache. Mais le fils dit je m'en vais parce que quelque chose de personnel. Puis le papa dit je m'en vais pour des raisons de santé. La dernière fois que je l'ai vu, il n'était pas aussi malade au point de ne pas pouvoir en discuter. Et puis il est sorti d'une audience avec le chef de l'État. Il a dit qu'il prend des vacances sanitaires. Ça veut dire qu'il était déjà malade, pourtant il était venu aller voir le chef de l'État. J'attends les jours qui viennent pour savoir. Il y a quand même avant cette décision, on n'a pas vu Boni Yayi sur le terrain lors de la campagne. Il est resté un peu retranché. On n'a pas entendu, par exemple, sur des événements qui ont frappé notre pays de façon ouverte. Et puis, bim, il démissionne. Est-ce que tout cela ne cache pas quelque chose? Je dois avouer que
les malheureux événements du 7 décembre, par rapport à cet événement, le président Boni Yayi a envoyé un message de soutien au chef de l'État. Je dois le dire. Parce que moi, je l'ai appelé. J'ai dit, mais ce qui se passe, c'est grave. C'est grave. Et les gens pourront interpréter ça un peu comme des choses qui arrivent à partir de votre entourage. Il m'a dit malheureusement que les gens peuvent penser ça. Mais il a envoyé un message. Il m'a transmis le message. Ça, j'en étais très heureux. Il a envoyé un message. Mais pour les dernières élections législatives, je crois qu'il savait le résultat qui a été... Il ne voulait pas être ridicule. Bon. Mais il est resté un peu actif dans les coulisses. Un peu. Mais je crois qu'il savait ce qui allait arriver au parti. Je crois qu'il savait. Alors, est-ce qu'à l'annonce de sa démission, vous avez essayé de prendre contact avec lui? Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Non, nos rapports ne sont pas détériorés. La preuve, je viens de vous dire, après les événements du 7 décembre, je l'ai appelé, on a parlé. Je n'ai pas essayé de l'appeler depuis hier parce que j'avoue que je ne suis pas content de ce qui s'est passé. Je ne suis pas content. Et moi, je voulais que... Non, mais vous avez souhaité sa démission. Bon, maintenant, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Je veux avoir un peu de recul. De ce qu'il a fait, non? Non, je ne suis pas fier. Le moment n'est pas... Non, ouais, je veux avoir un peu de recul. Ben, je vais l'appeler, j'irai le voir. Je vais appeler, j'irai le voir. Là, on est plus aux démocrates, c'est pas la guerre, c'est pas les rancunes. J'irai le voir, je vais lui poser des questions pour mieux asseoir mes impressions sur la double démission du président Yayi et de son fils. Et puis son fils, j'avoue, j'aimais ses interventions au sein du parti. Il a une bonne culture et il n'est pas extrémiste. Et puis je crois qu'il doit avoir fait de bonnes études. Il a des réflexions très pertinentes. Brutalement, il dit... Certains ont même dit, ça c'est des informations que nous avons reçues, que le fils aurait travaillé à cela. Vous pensez que c'est de sa nature? Il aurait travaillé pour que son papa quitte la tête du parti et se consacre à autre chose carrément? Non, je ne peux pas penser ça. Je ne peux pas penser ça. Son fils m'avait l'air indépendant dans ses prises de position. Très modéré, mais des positions qui étaient soutenues par des arguments. Mais je ne pense pas qu'il soit comment on dit ça, ceux qui mettent feu là. Je ne pense pas qu'il soit de cette nature. Mais les relations entre un père et un fils, on ne peut pas toujours tout ça. Absolument. Honorable Basila Rossi, votre transition de l'opposition à ce que je me permets de dire vers la mouvance, en tout cas, a été brusque, même étonnante. On vous a vu aller récupérer votre droit de parrainage, en tout cas à la Sénat, que vous avez remis à votre président. Et puis, au même moment, on a senti cette phrase que votre cœur battait pour le candidat de la mouvance. Problème, comment on peut confesser deux fois politique? Non, je vous avoue, je confesse une seule fois et la même politique. Je ne suis pas mouvancier. Je ne suis pas mouvancier. Je le dis à tout le monde. Je l'ai dit au président Talon. Je suis un homme un peu heureux en politique parce que chaque fois que j'ai envoyé un message au président Talon, président, je veux qu'on discute. C'est dans la journée ou le lendemain, il me répond, on se voit, on parle. On ne s'entend pas, surtout. Mais ça ne l'a pas empêché de m'appeler pour prendre mon point de vue sur certaines autres questions. Je parlais de mes rencontres, ce que j'appelais proximité avec le président. J'en parlais publiquement. Parce que je crois qu'il faut être un peu indépendant. Et puis, l'âge que j'ai amorcé le dernier quart de ma vie. Il ne faut pas que je sois là, qu'il y ait des pesanteurs qui m'empêchent de dormir. Ces choses que je disais faisaient penser à mes collègues que je glissais vers la mouvance. Je n'irai pas à la mouvance. Je n'irai pas. Mais aujourd'hui, vous êtes où? Le public veut savoir où Léon Basila Rossi crèche concrètement. Non, je ne crèche plus nulle part. Je n'ai annoncé mon adhésion à aucun parti. Nulle part. Je suis quelqu'un... Je vais vous dire, le pays... Moi, j'ai vu... PDU, UDD, PRD.
J'ai vu tout ça, mais ça n'existe plus aujourd'hui. J'ai dit, le pays, notre problème aujourd'hui, ce n'est pas LD, ce n'est pas Bloc républicain, ce n'est pas UP, encore moins les petits particules qui sont autour là. C'est pas ça. Et c'est quoi? Le pays, il faut qu'on construise une nation. Mais c'est ce qui se fait, non? Non, jusque-là... Talon a œuvré pour ça pendant 10 ans. Allô? Talon a œuvré pour ça pendant 10 ans. À l'Assemblée, à l'époque, vous n'étiez pas trop d'accord avec ça. Non, son approche était mitigée. Je le lui ai dit. Mais moi, je n'accepte pas. Peut-être que un jour, je l'accepterai avant d'aller discuter avec mes ancêtres. Il y avait trop de crispation politique. Et la vie, on peut obtenir tous ces résultats sans Yvon en prison, sans Reké en prison, sans Diavon, Liadi, Kounché en exil. Mais je l'ai dit au chef de l'État. Même quand les gens ont des problèmes avec la justice, pour vous, on ne devrait pas les envoyer en prison? Je vais vous dire, monsieur le journaliste, de ma position, de mon âge, de ce que je sais, que la justice ne s'occupe pas que des problèmes de justice. Et vous le savez. La justice... Non, dites non. La justice... C'est plutôt aux téléspectateurs. La justice, que ce soit dans nos pays ou dans les pays développés, règle aussi des problèmes politiques. Ah, il faut qu'on en ait conscience. C'est le cas de Jola Yvon et Reké Atmadougou. C'est le cas partout dans le monde. C'est le cas partout dans le monde. Vous voulez dire qu'on a utilisé la justice pour régler des comptes politiques? Bien sûr, bien sûr. Moi, je vous dis, vous voyez, le président américain a actuellement des difficultés avec son ministre de la Justice ou des Finances. Les raisons, c'est l'histoire du golfe du Panama, c'est l'histoire du détroit d'Ormuz. Mais c'est ça. Lui, il va quelque part. C'est ça, les gens le gênent, il les met de côté. Vous ne croyez donc pas à l'indépendance de notre justice? Vous ne croyez pas du tout? Mais je ne dis pas que toute la justice telle qu'elle est, elle est mauvaise. Je ne peux pas le dire. Et puis les réformes que j'ai observées ces derniers temps me donnent l'espoir. Me donnent l'espoir. Et puis les magistrats, je trouve, moi, qu'ils ne sont pas bien traités. Je le trouve. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que c'est en fonction de nos ressources. Les gens, les droits qu'ils ont sur les hommes sont très élevés. Il faut les mettre à l'abri de toute tentation. Et puis, il faut les mettre à l'abri de la pression. Le Conseil supérieur de la magistrature, tel qu'il était, tel qu'il a été refait, n'est pas bon. Il y a plus des gens que j'appelle halogènes, plus nombreux que les vrais juristes, les vrais magistrats. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que on veut tracer un passage. Vous restez dedans, vous ne restez pas dedans. La dernière modification qui dit que le magistrat de la Cour suprême est là jusqu'à 70 ans, je crois, et en fonction du bon vouloir du chef de l'État ou du président du Conseil de la magistrature suprême, il fait une demande, on peut lui prolonger son séjour au-delà de 70 ans. Ça, c'est des conditions. Si moi, vous savez que les retraités, c'est pas, la vie n'est pas rose. Et si moi, je veux y rester encore 2 ans, 3 ans, il ne faut pas que je me mette en difficulté avec le pouvoir. Non, c'est des réalités. C'est des réalités. Alors, vous allez nous dire juste un mot sur le bilan que vous faites de la 9e législature. Et nous allons aborder maintenant la question relative à votre proximité avec Ouadaï et tout. Si Franck me le permet, honorable, vous étiez en train de développer votre idée de la construction d'un État. Selon vous, comment on construit une nation? Bon, je prends un exemple très simple. Vous prenez les États-Unis, vous prenez la France. C'est des pays qui veulent dominer. Ils ont construit leur architecture par rapport à ça. On dit il y a les démocrates aux États-Unis, il y a les républicains, mais il y a un minimum. Si vous ne respectez pas, vous ne pouvez pas tenir. C'est pourquoi on oblige les gens à passer par des étapes.
sénateur d'un État, quelque chose. Avant d'arriver là, ça vous permet d'apprendre à ce que vous devez aller faire, vous devez le connaître. Mais nous, on n'a pas encore ça ici. Il faut qu'on construise. Pour que, quand j'ai fini d'être le ministre du président Yahi, pendant 10 ans, à profiter de le lendemain, à critiquer Patrice Talon, à soutenir son exil. Le lendemain, il arrive, je saute là-bas, je dis Yahi est le mauvais, à cause du ventre. Il faut qu'on trace un canevas. C'est ça que j'appelle construire la nation. La réforme du système partisan n'est pas une solution. Non, il n'y a pas eu de système partisan. Il n'y en a pas eu. Mais comment il n'y en a pas eu? La réforme est en cours. Non, moi je vais vous dire qu'il n'y en a pas eu. Et je le dis au chef de l'État, je le dis. Mais vous reprenez la liste des communales, même celle-ci, même celle qui a eu lieu il y a 6 ans. On a pris des gens dans LD, on a pris des gens... Bon, mon père, je crois qu'ils ont raison d'aller en prendre là-bas. Comme je le dis, c'était une caméra installée au sein de l'opposition. Mais si la réforme de... Ils ne sont pas d'accord quand on tient de ces genres de propos. Non. C'est un parti de l'opposition. Je suis... au ministère de l'Intérieur, c'est sur la liste des partis de... Je suis d'accord avec vous, journalistes. Je ne veux pas leur approbation sur mon point de vue. Je ne veux pas. Je dis ce que je constate. Je dis. Bon. Donc, quand on va piquer des gens dans tous les partis pour former une liste de UP ou de LD ou de BR, ce n'est pas le système partisan. Et puis, il y a des partis à qui on a donné, comment on appelle ça, l'autorisation, c'est des partis, mais qui ne font jamais aucune élection, mais vous retrouvez les responsables sur la liste de BR, de UP, de tout ça. Alors qu'il y a des partis. Mais je dirais ceux qui ont amené la conférence nationale, le PCB. Mais c'est des gens, je les ai approchés, je ne peux pas tenir à leur rythme. Ça, c'est des partis. Mais ils n'ont jamais eu le fameux certificat de conformité du président Djogbenou. Est-ce qu'ils ne sont pas dans l'excès aussi, dans la prise de position, la méthode? Ça peut nous permettre d'aller... Vous avez dit que vous n'avez pas tenu à leur rythme, par exemple. Si vous, politique, acteur politique, vous n'avez pas tenu, qu'en sera-t-il des militants, des autres composantes de la société? Vous avez dit tout à l'heure que moi, je suis un politicien qui n'est pas toujours dans les rangs. Donc, c'est peut-être ça qui a fait que je n'ai pas pu tenir. Mais c'est des gens qu'il faut saluer. Mais ils n'ont pas eu le certificat de conformité, ils sont là. Mais ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas. Moi, je dis le système partisan, le chef de l'État a voulu créer un système qui lui permette de bien gérer le pays. Il a fait ce qu'il a pu. Il faut être honnête. Personne ne viendra me dire il faut critiquer Talon parce que je le critique parce que l'aspect humain, l'aspect démocratique, parce que l'homme a besoin d'être un peu libre. Ces aspects, je ne les ai pas vus renforcer. Mais je le lui dis. Mais bon, le président Yahi a conduit le pays jusqu'à un niveau, il est parti. Mais Talon est venu, il a continué. Il a travaillé. Mais ça n'est pas suffisant. On ne peut pas demander à quelqu'un parce qu'il a fait ramasse du pain qu'il y a dans la boue et mange. Non. Il faut lui permettre de dire non, ça je ne peux pas manger. C'est ça. Voilà. Allez, pour le compte de la 9e législature, qu'est-ce que vous retenez concrètement? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous auriez souhaité faire au cours de cette législature que vous n'avez pas fait? Je ne vais pas vous dire grand-chose sur la 9e législature. Oui. En raison de ma proximité avec le président sorti. Mais il y a un adage qui dit souvent on tisse la nouvelle corde au bout de l'ancienne. J'ai demandé au président Djogbenou, qui m'a fait l'honneur de me recevoir dans son bureau, ne tisse pas la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Pourquoi? Non, l'ancienne corde n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Pour vous, Vlavounou, à la tête du Parlement, n'a pas fait un bon travail? C'est pour ça que je disais que je n'allais pas beaucoup en parler, parce que c'était pas bon. C'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Mais vous aurez peut-être parce que... Non, c'était pas bon, c'est trop générique. C'est trop vague. Il faut nous dire
Enfin, on le voyait conduire les sessions, on le voyait quelque chose. Je vais donner un petit exemple. La loi qui a prévu qu'il y ait président de l'Assemblée, un premier vice-président, un deuxième vice-président, des questeurs, des secrétaires, tout ça. Ils ont réfléchi, ils ont pensé qu'il fallait une structure comme telle. Bon, je ne sais pas si c'est parce que j'étais de l'opposition. Je n'ai rien su pendant toute la législature. On vous écartait des travaux, bien sûr, on bien vous sûr, cachait des dossiers, bien sûr, on vous méprisait. Bien sûr. Ah oui? Bien sûr. Jusqu'à ce point? Je vous le dis. Je vais vous dire quelque chose. J'ai écrit dès mon arrivée pour dire on veut payer des primes à des députés qui sont partis parce qu'ils n'auraient pas fait, il leur manquait 3 mois, ils ont pris des véhicules, il faut que l'Assemblée paye. Moi j'ai écrit pour dire, mais donnez-moi le test. Un test a été voté. Au moment où on voulait voter ce test, on a renvoyé tous les journalistes du Parlement. Ça a été fait comme dans un couvent. Quand je suis arrivé, les journalistes sont venus me le dire. J'ai écrit au président de l'Assemblée. Je veux voir le test, je veux voir parce que ça ne me paraît pas bien qu'on paye des gens qui ne sont pas là pour ce qu'ils devraient être en train de faire. Dans la réponse, on m'a dit, vous n'étiez pas de la législature, on ne vous doit aucune explication. L'Assemblée est une continuité. Je vous dis que ça. Je vous dis que ça. Les grandes décisions de l'Assemblée, je ne sais pas si mes collègues, j'étais le seul représentant de l'opposition au sein du bureau, je ne sais pas s'ils se concertaient entre eux. Bon. Un deuxième et dernier exemple, parce que je ne veux pas en dire. On devait être représenté au Millennium Challenge et compte. On a envoyé représentant, premier vice-président, suppléant, deuxième vice-président. Ce que je trouve normal. Les choses ont été rejetées. Le premier vice-président n'a pas pu aller siéger. Je ne sais pas, je ne connais pas les raisons. Mais le président de l'Assemblée n'a pas pu confirmer le suppléant. On est descendu plus bas que moi pour désigner un autre, sans que je sache. Les gens du Millennium Challenge ont commencé à m'envoyer des messages, on a réuni tel jour, on a réuni tel jour. Et puis je leur ai écrit, j'ai dit non. Le président de l'Assemblée ne me l'a pas dit. Et c'est dans les couloirs que j'ai appris qu'il a pris un autre. Ce n'est pas des choses bien. On ne gère pas une institution d'État selon son humeur. On ne gère pas. Je ne vais pas en dire plus. Parce que c'est vous décrivez, est-ce que c'est parce qu'il y a un problème avec vous personnellement? Non. Ou c'est le cas avec tout le monde? C'est pas un problème personnel avec moi. Beaucoup d'autres sont pleins. Parce que vous êtes de l'opposition. Il y avait ça dedans. Il y avait ça. Mais beaucoup d'autres se sont plaints de beaucoup d'autres choses. Je ne veux pas en parler. J'allais dans son bureau lui dire, Monsieur le Président, ça, c'est pas bon. J'ai appris ça, c'est pas bon. Quand je n'avais pas le temps de le voir, je lui faisais des fiches. Bon, on échangeait, mais les choses n'ont pas tellement changé. Ça n'a pas changé. Oui, pas tellement. Ben, je suis allé dire au président Diogbe. D'abord, j'ai appris qu'il voulait faire un 3e mandat. Je suis allé dire au chef de l'État, ne lui permettez pas ça. Je suis allé dire ça au chef de l'État. Et puis pour rire, j'ai dit, mais Monsieur le Président, il n'y a pas de 3e mandat dans notre constitution. Et puis on en a ri. Je suis allé dire, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous confessez avoir travaillé alors pour faire échec à l'ambition de Lavounou. À être peut-être encore si l'ambition était troisième fois président de l'Assemblée nationale. Alors, je l'aurais soutenu. Diagbeno vous rassure pour un travail plus amélioré du Parlement? Plus équilibré. Personne ne me rassure, moi. Personne. Maintenant, l'entourage, il se fait entourer de bonnes personnes et puis ça va lui marcher. De temps en temps, si ça ne marche pas, je le lui dirai. Si il continue, quand vous me ferez l'honneur de venir ici, je vais lui lancer un appel d'ici pour que tout le monde entende. Zone franche est là. C'est ça. Le premier pas qu'il pose déjà. Pour le moment, je trouve que c'est bon. Pour le moment. Parce que les rumeurs, les échos qui me parviennent, ils commencent à donner de l'insomnie à ceux qui ne marchent pas droit sur la route de la régularité, sur la route de la loi,
il commence à donner de l'insomnie. D'accord. Allez, Wadayi, Ahossi Wadayi, quel est le deal entre les deux hommes? Bon, en fait, je ne sais pas. Deal, il n'y a aucun deal. Comme vous l'avez dit, malheureusement, je suis un homme très indépendant dans ma tête. Le ministre d'État Wadayi et moi, on n'avait pas des rapports politiques. On n'en avait pas. Et au contraire, je le cognais quand il venait pour les projets de budget. Mais, ayant regardé le pays, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai vu le PRD, le PDU, DD, et puis je suis convaincu que l'avenir du pays, ce n'est pas UP, ce n'est pas... UP là, ils se sont déchirés, je ne sais pas qui a pu prendre le R finalement. Bon, l'avenir du pays... Bien sûr, les trois sont toujours ensemble, UP et puis R, c'est toujours ensemble là. Sur les affiches. Bon, c'est ensemble. Ok, merci. Et à l'occasion, quand vous avez rencontré le président Djogbenou, il faut lui poser la question, puisque c'est votre ami, il en est le président. Non. Et vous pouvez toujours rencontrer aussi maître Rumbedi pour lui demander. Je dois parler avec lui dans les prochains jours. D'accord. Voilà. Bon, enfin, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Je m'intéresse très peu à la chose des autres. D'accord. Le pays, ce n'est pas UPR, ce n'est pas BR, ce n'est pas LD, et puis non plus. Il y a des petits trucs qui gravitent autour du président Talon. Ce n'est pas ça. Le pays, moi, c'est demain. Comme je vous ai dit, nous, on a amorcé la pente, on est en train de descendre. Mais quand j'observe, ça ne va pas nous conduire bien loin et avec le sourire au visage. Et j'ai prévenu le président Boniaï de ce qui arrive. Je suis allé lui dire très tôt que si on désignait, la mouvance désignait un candidat dans mon village, ce qui est le cas, ma campagne pour LD sera très difficile. Parce que j'écoutais mes gens. Et puis, des gens qui m'ont soutenu dans l'opposition pendant une vingtaine d'années, qui m'ont fait élire toutes les fois que j'ai été candidat, il était temps que je les écoute. Surtout que je m'en allais, il fallait que je les écoute. Et j'ai dit au président Yahi, ça va être une difficulté. Je ne suis pas sûr que LD aille aux élections. Quand la loi a été votée, 28 parrains pour 28 députés, que j'ai dit, quelque chose se prépare. Ça n'a pas raté. Je l'ai dit très tôt. Bon, ça s'est produit. Maintenant, Wadayi, j'ai des proximités avec lui. Comme je vous le disais, il est de mon village. Je suis un homme, je suis humain, c'est le même sang qui coule dans nous. Et c'est pas lui qui a été, il ne s'appelle pas Talon. Un ministre, c'est un exécutant. Il n'a pas de décision véritable. Oui, mais quand vous pensez qu'il n'est pas comptable du bilan de Patrice Talon, il est d'un système que vous avez combattu tout le temps. Bien sûr. C'est lui l'architecte financier. Non, l'architecte, c'est le président Talon. C'est pas lui l'architecte. J'ai dit financier. Même là, je dis. Mais vous êtes mon ministre des Finances. Je vous dis, c'est ça, je vais aller faire des prêts tôt. 70% pour le remboursement. Vous dites non, je vous enlève, je le mets. C'est terminé. Et puis, aucune loi ne m'interdit de vous dégager à la minute. Aucune loi. Vous avez vu comment le ministre Adambi est parti avec des coups de pied dans son parti, tout ça. C'est ça la réalité politique. Ici, autour de nous en Afrique, dans les pays sous-développés et dans les pays développés. C'est ça la réalité. Moi, je ne peux pas imputer ce que je reproche au président Talon. Je ne peux pas l'imputer. Je vous ai dit à peu près les grandes lignes de ce que je n'ai pas aimé. Mais cette logique des choses, est-ce que vous pensez voir Wadayi ne pas défendre le budget de Patrice Talon? Mais s'il ne le défend pas, on le vide. C'est ça que on venait de dire ça. Il défend, il peut dire hors micro, hors caméra, président, ça là c'est pas vraiment. Il a choisi les termes pour le dire. Le président dit c'est là que je vais. Et puis en fait, c'est Talon que nous avons élu.
Il dit, c'est là que je vais. Mais il défend ça. Alors, si vous n'avez pas donné une réponse claire par rapport je vais la donner. Au deal entre vous et Ouadaï, est-ce que ce n'est pas plutôt une stratégie de survie politique que vous avez adoptée, parce que vous avez dit que vous étiez sûr que les démocrates n'iraient pas à des élections et que vous avez vu qu'il faut construire le pays et tout ce que vous avez vu au niveau des LD, est-ce que ce n'était pas pour votre survie politique, pour anticiper sur le naufrage que nous observons là maintenant au niveau de... Non, je vais vous dire, moi je n'ai plus aucun naufrage. Aucun. Je ne dirais pas que ma vie est finie. Non, si Dieu me donne, si Dieu le permet, je vais vivre encore. Mais j'ai dit, j'ai amorcé le dernier quart de ma vie. Puis, politique, qu'est-ce que je vais aller faire? Moi, vous me voyez ministre à mon âge courir. Il n'y a pas que ça. Pas que ça. D'accord. Puis, vous avez des proches, vous avez ceux qui vous ont élu tout le temps, vous avez une progéniture. Oui, vous avez des jeunes qui vous sollicitent. Oui, non. Ça, je peux être d'accord avec vous. Mais quand vous me parlez de survie politique, je refuse. J'ai plus rien à voir dedans. J'ai plus rien. Et à mon âge, qu'est-ce qu'on mange? Je n'ai pas de véhicule à acheter, je n'ai pas de maison à construire. Je vais poser une question un peu gênante, mais... Je vais répondre. Combien ça a coûté à Ouadaï de vous avoir avec lui? 0 franc, je le dis publiquement. Donnez-nous des preuves. Non, les preuves n'existent pas, sinon j'allais vous les donner. Tout au moins... Non, il m'a même pas... Il est venu me voir chez moi. Oui. Mon papa ne vit plus. Son papa et moi, paix à son âme, on était très proches. Moi, j'habite hors de Cotonou. Son papa avait un bureau à Roguédé. Quand je viens, je reste pour finir toutes mes courses. C'est là que je passais ma sieste de midi. Dans son bureau, c'est un bâtiment, il a mis des lits. On mangeait ensemble. On discutait. J'étais très proche de son père. Et ça, il le sait. Il est venu me voir. Il dit, mon papa ne vit plus. Je connais vos rapports. Vous êtes désormais mon papa. Voilà les nouvelles. Je veux votre bénédiction, je veux votre soutien. En dehors de ça, et je le dis, nous appartenons à un mouvement citoyen, lui et moi, à l'international. Un mouvement citoyen qui nous impose la solidarité, qui nous interdit les trahisons. On se retrouve, lui et moi, parfois à New York, parfois à Montpellier, on échange. Mais question politique, lui-même n'avait pas le courage de me dire, viens à la mouvance. C'est mon ami Bokor, que je continue de pleurer, qui me poussait, qui me tirait vers la mouvance. Voilà, il ne me tirait pas vers la mouvance. Mais quand je vois le schéma qui se dessine, conscient de mon intérieur, avec la dernière loi qu'on a votée, 28 parrains, tout ça, j'ai vu venir les dangers. Mais on a oublié Akpiti, on a oublié Maga, on a oublié Aoumarigbe. Les gens d'Aoumarigbe se sont rangés dans le camp de Maga dans pour le pays. Moi, j'ai dit, c'est la seule alternative qu'il y avait pour ce dont je rêve pour mon pays. D'accord. Un canevas où on va construire la nation. Voilà. Vous avez déclaré tout à l'heure que personne ne vous rassure. En quoi lui, Ouadaï, vous rassure de l'avenir de notre pays? J'ai regardé le paysage. J'ai regardé le paysage et j'ai dit, c'est ce qu'il y avait de mieux. C'est tout. J'ai regardé le paysage. Il a pratiqué le pouvoir pendant un temps. C'est sûr qu'il n'a pas été d'accord avec tout. Il saura ce qu'il va conserver, ce qu'il va éluder, et puis on va avancer. Si vous n'avez rien reçu pour être avec Ouadaï, vous êtes aujourd'hui ambassadeur de l'homme, enfin des idéaux et tout. Oui. Comment vous entretenez, faites les activités, comment vous mobilisez, comment vous allez au front et tout ça? Je vais vous dire, c'est un secret. J'avais mobilisé de l'argent pour aller aux élections législatives. Oui. Et tout le monde sait dans le pays ce que ça coûte. Surtout à un opposant qui veut être réélu toutes les fois. J'avais des réserves. Mais je n'ai pas pu aller. Je mets ça dedans. D'accord. Je mets ça dedans.
Oui, mais en espérant quoi? Vous avez dit que vous abordez le dernier cas de ma vie, votre vie, et que vous n'avez la descente politique. Vous êtes prêt alors à mettre toute votre fortune dans la candidature de Wadaï? En reconnaissance à l'amitié avec son papa, mais qu'est-ce qu'on espère? On fait un combat pour un gain. Mais je fais le combat pour un gain, mais pas pour de l'argent. Pas pour de l'argent. Et ceux qui me connaissent savent. Il y a des choses, on peut pas tout dire. Mais je dis, les sous là, quand ça va, j'ai arrivé à un niveau, je peux plus aller. Je vais aller lui dire, voilà les activités que je projette. Tu es candidat. Bon, moi, je ne suis pas dans l'équipe de campagne. J'ai jamais voulu être dans ce truc-là. Mais je veux de l'argent. Je le lui dirai. Si lui-même, il sent qu'il y a beaucoup d'efforts, que vous essoufflez, il pourra venir. Je vais prendre. En appui. Je vais prendre. Alors, il aura comme challenger Paul Rompé. Des deux, qui sera élu? Qui sera le prochain président de la République? Entre nous. De vous à moi. Non, je vais répondre. Mais c'est ce que nous attendons, justement. Laissez-moi répondre. Je ne veux pas répondre de façon mécanique. Vous pensez qu'il a un challenger? Non, le challenger, nous avons deux duos de candidats à la présidentielle. Wadaï contre Rompé et puis Talata contre Rouanou. Ah, il y a un certain Rouanou. Bon. Je ne sais pas qui sera élu. Un jeune qui a beaucoup d'entrées dans les médias aussi. Donc, très bien. Je ne sais pas qui sera élu. Moi, je vais me battre. Mais même pas votre candidat pour qui vous êtes prêt je vais me battre à dépenser votre fortune là? Non, ce n'est pas une fortune. C'est ce que j'ai là, dans ma caillou, je vais dépenser. Oui, mais honorable, lorsque vous portez votre choix sur un candidat qui va à l'élection et vous dites que vous ne savez pas s'il sera élu, il y a problème, non? Non, pas du tout. Okay. Je veux qu'il soit élu. Je veux qu'il soit élu. Mais je ne connais pas le résultat des urnes. Je veux qu'il soit élu. C'est un mélange d'optimisme et de pessimisme. Non, je veux un combat pour gagner. Quand on va à la guerre, c'est pour gagner. Mais on n'est pas sûr, avant la guerre, de dire « j'ai gagné ». Allez, Franck, on va évoluer. Je pense qu'on va aborder le dernier chapitre de cette émission. Honorable Basila Rossi, dans la commune d'Atiémé, vous avez sans doute observé l'installation des équipes communales. Comment s'est déroulées les élections dans votre commune? Oui, vous avez certainement appris et tout le monde m'appelle. Tu as fait ci, tu as fait ça. Je me suis impliqué activement dans la campagne en faveur des UP. De UP parce que... Et pourtant, vous n'êtes pas membre de ce parti. Je ne suis pas membre. C'est ça qui fait un peu à Rossi. En politique, c'est feu président Zinsou qui m'a mis les pieds à l'étrier. Et il n'était pas souvent présent. Donc, je suis devenu un élève de l'école Bruno Amoussou. Et je continue d'aller à cette source-là pour savoir, parce qu'il est dense en politique. Il est dense. Donc, Amoussou, l'UP, c'est pratiquement l'ancienne Union fait la Nation, dont j'étais membre. Toutes mes amitiés sont dans Union fait la Nation. Dans ma commune d'Atiémé, je souhaitais que ce soit ces gens-là qui prennent le contrôle. Parce que je n'avais pas du tout de bonnes relations avec l'ancienne équipe qui était BR. Je les ai combattus de toutes mes énergies. J'ai voulu que le candidat BR qui serait d'Atiémé, je le fasse battre dans son arrondissement. J'ai réussi. Le maire sortant, BR, j'ai voulu qu'on le batte dans son arrondissement. J'ai réussi. Mais j'en suis heureux. Bon, au moment de l'installation de l'exécutif, on a pris mon avis. Le président du parti, de loin, il a eu les échos. Il m'a envoyé aussi des messages de félicitations. J'ai proposé quelqu'un. Bon, j'ai entendu après dire, il n'est pas UP, il ne faut pas qu'il vienne nous imposer ça. On a changé. Mais je n'en fais pas un vrai problème. Je n'en fais pas un vrai problème. Vous êtes battu finalement en vain? Pas en vain.
Je ne voulais plus que le maire BR reste. Et on l'a dégagé. Cela. Oui. Votre homme, le maire n'est pas. Non, c'est pas le plus important. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Continuez pas les. Je vais toujours soutenir. Même si le maire BR était resté, j'allais continuer à faire des incursions à Atémé. Pour les pousser. Oui, pour les pousser à l'ouvrage. Mais je vais continuer. Bon, quelqu'un voulait être maire. On m'a demandé mon avis. J'ai dit celui-là, je ne veux pas. Ça fait des vagues. Mais le chien aboie. La caravane passe. Voilà un peu. Mais je continue. Qui est là maintenant, vous pensez qu'il pourra relever les défis de votre commune? Non, il va faire. N'étant pas de votre choix? Non, mais s'il vient me dire, honorable, je le dépasse en âge. J'ai vu plus de choses. J'ai vu Atémé, capitale du sud-ouest du Mono. Lui n'a pas vu. Il a certainement l'âge de mon aîné. Mais je vais rester. Pas pour lui, mais pour Atémé. Je vais parler avec lui. D'accord. J'ai 2 petites questions. Je vais répondre. Honorable, honnêtement, est-ce qu'il existe toujours une opposition au Bénin? Il existe une opposition. Ça, si je vous dis autre chose, vous aurez menti. Mais une opposition muselée. Par qui? Par la peur. Par la peur d'être en prison, d'être en exil, ça, par la peur. Les gens ont des choses à dire et se disent, est-ce que j'ai la meilleure formule pour le dire, pour ne pas. Et parfois, nous commettons des erreurs. Les gens se sont demandé pourquoi tout le monde est allé en prison, les gens sont allés les dire, mais Rosier est toujours là. Je sais ce qu'il faut dire, je connais les mots, je choisis les mots pour le dire. En fait, ce n'est pas moi le président de la République. Je ne peux pas lui dicter ce que moi je pense. Je ne peux pas l'agresser. Bon, j'ai dit à un jeune, je l'ai appelé, j'ai dit ce que tu fais là. Ça va mal se terminer. Mais il est en prison à 8 ans. Bon, on se débat pour le sortir, mais... Vous pensez que Wadaï doit en faire une priorité? Ces questions que vous évoquez, les emprisonnements, ceux qui sont en exil, est-ce qu'il doit en faire une priorité ou s'il vient, il s'attaque au problème de développement en interne? Moi, je lui ai dit, il faut qu'il règle ça. Il faut qu'il demande à celui qu'il veut remplacer que les problèmes qu'il trouve trop lourds pour ses mains fragiles, qu'il les règle avant de partir. Suivez mon regard. Maintenant, s'il ne le fait pas, il ne faut pas qu'il vienne comme King Kong, dit c'est ça, non, qu'il cherche la formule. C'est pour cela que je dis, il faut un large rassemblement autour de lui, qui va constituer un groupe de pression. Non pas pour lui dire, si tu ne passes pas par la gauche, bon, on te donne des coups de pied. Non, c'est le chef de l'État. Mais on va lui dire, on sera là pour lui dire, appuie un peu à droite, appuie un peu à gauche. Le Sénat est déjà là, non, pour jouer ce rôle? Je ne sais pas si vous avez vraiment lu les tests du Sénat. Moi, j'ai fait la campagne pour voter contre ce test. J'estime que le Sénat a grignoté sur les pouvoirs du chef de l'État, sur les pouvoirs de l'Assemblée nationale, sur les pouvoirs de la Cour constitutionnelle et même sur les pouvoirs de la HAC. Même sur les pouvoirs de la HAC. Je ne suis pas d'accord. Le chef de l'État, c'est ce que les Grecs appellent le primus inter pares. C'est lui le premier. Mais le Sénat constitue un peu un bémol. Constitue le fragiliser. Oui, constitue un peu un bémol. Allez, comment voyez-vous Wadaï, le Bénin sous Wadaï, s'il était élu? Parce que vous n'êtes pas, vous avez dit que vous allez vous battre, mais vous n'êtes pas sûr qu'il sera élu. S'il était élu, comment vous voyez le Bénin sous lui? Si Wadaï est élu, c'est pour ça que moi, je souhaite qu'il y ait un large consensus autour de lui pendant la campagne. Je veux qu'il soit élu avec un fort taux de participation pour savoir qu'il a des dettes envers le pays, envers les électeurs. Aujourd'hui, le monde est en train de s'effondrer. La conférence, le traité de Versailles de 1919 a été un échec. Les Européens, les pays du monde ont repensé après la Seconde Guerre mondiale. La conférence de Dumbarton-Ox
qui a donné naissance aux Nations Unies, est aujourd'hui en train de s'effondrer. Ces grands pays, les États-Unis sont en train de dominer le monde. Mais qu'en sera-t-il de petits pays minuscules comme nous? Et si pendant 27 ans, le Burkina a souffert de la dictature de Compaoré, les impérialistes se sont appuyés sur des Burkinabés pour le tuer. Bon, serrons nos rangs, non pas parce qu'on va être tous, si Wadaï dit appuyer, tout le monde appuie, si dit relever, non. Serrons nos rangs pour qu'on ne trouve pas qu'il y a des fissures, qu'on prenne l'appui dessus, parce que chaque fois que ça arrive, c'est le pays qui recule. On sera là, peut-être comme des veilleurs, mais qu'on vienne parce que inéluctablement, ça sera ou lui, disons, ou mon père. Mais si on met des failles visibles sur lesquelles les gens peuvent s'appuyer pour déstabiliser le pays, bon, voilà, c'est un homme, il partira, le pays va rester. Si le pays reste, et que... Parce que là, on va dire, les États-Unis veulent qu'on vote dans tel centre aux Nations Unies. Bon, s'ils ne veulent pas, quand les États-Unis vont commencer à regarder le petit pays qui est le Bénin, là, sur qui on peut s'appuyer pour commencer à réveiller les sentiments régionalistes. C'est ça, en fait, la réelle politique. C'est pourquoi moi, je voudrais qu'on soit nombreux, très nombreux autour de lui. Parce que moi, je pense d'abord le pays. D'accord. Allez, merci honorable. Nous vous remercions pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de parler à mes compatriotes. Et j'espère que vous m'inviterez encore. Absolument. Merci beaucoup. Honorable Léon Basile Arossi, l'inspecteur des douanes à la retraite, ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale sous la 9e législature. Il est aussi ancien vice-président du Parti Les Démocrates. Et puis aujourd'hui, il porte le manteau du coordonnateur national du mouvement Les Ambassadeurs de Romuald Wadaye, une candidature qu'il soutient fermement. Il appelle les Béninois à soutenir et à sortir massivement pour exprimer leur vote, et puis une mobilisation autour de l'homme avec beaucoup de lucidité pour le résumer. Mesdames et messieurs, ce sera tout. Merci Eric, merci à l'équipe de réalisation. Bonne écoute à chacun et à tous. On se reprend dimanche prochain.